Imaginez un axe routier reliant les rives de la Méditerranée au golfe de Guinée. Depuis Alger, il traverse les hauts plateaux, descend vers les profondeurs du Sahara, franchit la frontière du Niger, poursuit sa route vers les grandes villes du Nigeria et atteint finalement Lagos. Cet axe principal mesure environ 4500 km, mais il appartient à un réseau bien plus vaste, la route transsaharienne, un ensemble d'environ 9000 km comprenant également des branches vers la Tunisie, le Mali et le Tchad. En Algérie, son tracé principal suit en grande partie la route nationale numéro 1. Elle est également connue sous le nom de route de l'unité africaine. Sur une carte, le projet pourrait sembler relativement simple. Une longue route dirigée vers le sud à travers un espace que l'on imagine souvent vide. Mais le Sahara n'est ni vide ni immobile. C'est un territoire où la chaleur modifie profondément la structure des matériaux, où le vent déplace d'immenses quantités de sable et où des pluies rares peuvent provoquer, en quelques minutes seulement, des crues d'une violence extrême. La difficulté ne consiste donc pas simplement à poser de l'asphalte sur le sol. Il faut concevoir une structure capable de supporter le passage répété des poids lourds, les températures caniculaires, l'abrasion continue du sable, l'isolement sur de longues distances sans infrastructure et les écoulements soudains des cours d'eau temporaires. Et surtout, il faut pouvoir l'entretenir durablement des années après son inauguration. Comment empêcher un revêtement routier de se déformer sous l'effet de la chaleur? Comment limiter l'accumulation du sable sur la voie? Comment franchir un oued qui reste sec pendant des mois avant de se transformer soudainement en torrent? Et comment fabriquer du béton armé lorsque l'air chaud et sec accélère l'évaporation de l'eau dont il a besoin pour durcir correctement? Aujourd'hui, nous allons examiner la physique et l'ingénierie qui permettent de construire et de maintenir des routes dans l'un des environnements les plus exigeants de la planète. Commençons par la surface de la route. Ce que l'on appelle couramment l'asphalte ou le béton bitumineux est principalement composé de granulats minéraux, du sable, des gravillons et des pierres concassées. Ces éléments constituent généralement plus de 90% de la masse totale du mélange. Ils sont maintenus ensemble par une proportion beaucoup plus faible de bitume, un liant hardicorbané visqueux, généralement issu du raffinage du pétrole. Sur le plan de la physique des matériaux, le bitume possède un comportement viscoélastique. Autrement dit, il ne se comporte pas exactement comme un solide rigide ni comme un liquide ordinaire. Sa réponse mécanique dépend de sa température, de la durée d'application des charges et de la vitesse à laquelle les véhicules circulent sur la chaussée. Lorsque la température augmente, le liant devient moins rigide. Lorsque la température diminue, il se durcit. Les méthodes modernes de formulation tiennent précisément compte des températures que le revêtement devra supporter. Les bitumes peuvent être sélectionnés selon des classes de performance correspondant aux températures maximales et minimales attendues au sein de la chaussée. Sous le soleil du Sahara, une chaussée sombre absorbe une grande partie du rayonnement solaire incident. Elle n'est pas un corps noir parfait au sens strict de la thermodynamique, mais sa faible réflectivité lui permet d'atteindre une température nettement supérieure à celle de l'air ambiant. La surface est la partie la plus chaude. Plus profondément dans la structure de la chaussée, les variations thermiques sont plus lentes et de moindre amplitude. Lorsque le liant devient trop souple, les charges répétées des camions peuvent progressivement déformer le revêtement. Les roues appuient toujours sur les mêmes bandes de circulation. Si la structure de la chaussée et le mélange bitumineux ne résistent pas suffisamment, des sillons longitudinaux apparaissent. C'est le phénomène d'orniérage. Il ne s'agit pas simplement d'une couche de bitume qui fondrait sous les pneus. L'orniérage résulte d'une déformation permanente de l'ensemble du mélange, voire parfois des couches de roulement et de base situées sous le revêtement. La composition du bitume n'est donc qu'une partie de la réponse technique. La résistance globale dépend également de la quantité de liants, de la forme des granulats, de leur répartition granulométrique, du niveau de compactage et de la capacité des couches inférieures à supporter les charges. Des granulats concassés et anguleux peuvent notamment former un squelette minéral plus stable que des grains arrondis, à condition que le mélange soit correctement conçu et compacté en usine et sur le chantier. Dans les climats très chauds ou sur les axes fortement fréquentés par les poids lourds, les ingénieurs peuvent employer des liants plus résistants aux températures élevées. Certains sont modifiés par des polymères, notamment des élastomères de type SBS pour styrène, butadiène, styrène. Ces modifications peuvent améliorer la résistance à l'orniérage et, selon la formulation, aider le matériau à conserver de meilleures
meilleures propriétés mécaniques sur une plage de température plus étendue. Mais il ne suffit pas d'ajouter un polymère pour obtenir automatiquement une chaussée durable. Le choix doit toujours être validé par des essais en laboratoire tenant compte du climat local, du trafic réel et des matériaux disponibles. La nuit, le ciel désertique souvent dégagé favorise le refroidissement radiatif. La surface de la route peut alors perdre rapidement une partie de la chaleur accumulée pendant la journée. Ces cycles répétés de chauffage et de refroidissement provoquent des phénomènes de dilatation et de contraction. Dans certaines parties continentales ou élevées du Sahara, les températures hivernales peuvent également devenir très basses. Cependant, il serait trompeur d'affirmer que toute la transsaharienne passe quotidiennement de plus de 70 degrés à des températures négatives. L'amplitude thermique dépend de la saison, de l'altitude, de la couverture nuageuse et de la région traversée. À long terme, les variations thermiques, le vieillissement chimique du bitume, les charges de circulation et les mouvements des couches inférieures peuvent contribuer à l'apparition de fissures. La résistance d'une chaussée désertique provient donc d'un équilibre délicat. Le mélange doit être suffisamment rigide pour ne pas s'orniérer lorsqu'il fait chaud, mais pas au point de devenir fragile lorsque sa température diminue. Même une chaussée parfaitement formulée ne sert à rien si elle disparaît sous le sable. Il faut d'abord préciser que toutes les parties du Sahara ne sont pas couvertes de dunes. Une grande partie du désert est constituée de plateaux rocheux, de plaines de gravier, de reliefs montagneux ou de surfaces compactes. Mais lorsque la route traverse un erg ou une zone exposée au transport éolien, le sable devient un défi permanent. Sous l'action du vent, les grains peuvent se déplacer de plusieurs façons. Les plus fins restent parfois en suspension dans l'atmosphère. Les plus gros peuvent rouler ou glisser à la surface du sol. Une grande partie du sable transporté se déplace cependant par saltation. Dans ce mécanisme, les grains effectuent de petits bonds au-dessus du sol. Lorsqu'un grain retombe, son impact peut en projeter d'autres, entretenant une succession de rebonds. Le déclenchement du mouvement ne dépend pas d'une vitesse universelle de vent qui serait la même partout. Le seuil d'entraînement varie selon la taille des grains, leur taux d'humidité, leur cohésion, la rugosité du sol et la hauteur à laquelle la vitesse du vent est mesurée. Il est donc plus exact de parler d'un seuil aérodynamique variable que d'une valeur unique applicable à l'ensemble du Sahara. Une route perturbe l'écoulement naturel de l'air. Le remblai, les fossés, les glissières de sécurité, les véhicules et les autres obstacles modifient localement la vitesse et la turbulence du vent. Dans les zones où le courant d'air ralentit, le sable peut se déposer. Dans d'autres zones, l'accélération de l'air peut au contraire provoquer une érosion locale. La forme du remblai joue donc un rôle important. Des recherches montrent qu'une géométrie adaptée peut aider le vent à transporter une partie du sable au-dessus ou au-delà de la chaussée. Mais cela ne transforme pas la route en un système parfaitement auto-nettoyant. L'explication par un simple effet Venturi est trop réductrice. L'écoulement de l'air autour d'un remblai est un phénomène tridimensionnel, turbulent et chargé de particules. Même avec un profil favorable, des dépôts peuvent toujours se former lorsque la direction du vent change ou lorsque les volumes de sable deviennent trop importants. La lutte contre l'ensablement repose donc sur une combinaison de méthodes. Les ingénieurs peuvent d'abord choisir un tracé évitant, lorsque cela est possible, les zones dunaires les plus mobiles. La chaussée peut être placée sur un remblai dont la hauteur et les pentes ont été étudiées en fonction des vents dominants. Des barrières poreuses ou des palissades peuvent être installées à distance de la route. Elles ralentissent le vent et provoquent le dépôt du sable dans une zone contrôlée, avant qu'il n'atteigne la voie. Dans certains environnements, on utilise également des quadrillages en palme, des surfaces stabilisées ou de la végétation adaptée lorsque les conditions le permettent. Ces protections ne remplacent pas l'entretien. Des engins doivent régulièrement intervenir pour retirer les accumulations, réparer les barrières et surveiller le déplacement des dunes. L'objectif réaliste n'est pas d'arrêter définitivement le désert, mais de ralentir l'ensablement et de rendre son entretien prévisible. Le sable est un danger lent et visible. L'eau, en revanche, peut être beaucoup plus soudaine et destructrice. Dans une région aride, plusieurs mois ou plusieurs années peuvent s'écouler sans précipitations importantes. Mais lorsqu'un orage intense éclate sur un bassin versant, une grande quantité
quantité d'eau peut converger vers le même point en très peu de temps. Les sols désertiques ne sont pas tous imperméables. Certains sables peuvent absorber une partie des précipitations, mais les surfaces rocheuses, les croûtes salines ou gypseuses compactées, les sols argileux ou les pentes abruptes favorisent un ruissellement très rapide. La pluie qui tombe loin de la route peut ainsi alimenter un oued situé à plusieurs kilomètres en aval. Le lit, parfaitement sec quelques instants auparavant, se remplit alors d'un mélange d'eau, de boue, de pierres et de débris. C'est une crue éclair. Ces événements sont difficiles à anticiper à partir de la seule météo observée au niveau de la route. L'orage peut avoir eu lieu sur un relief éloigné et rester totalement invisible pour les usagers. La conception des ouvrages doit donc prendre en compte l'ensemble du bassin versant, son relief, la nature de son sol et les précipitations extrêmes susceptibles de s'y produire. Si ces explications sur l'ingénierie des infrastructures en milieux extrêmes vous passionnent, prenez un court instant pour partager cette vidéo autour de vous. Ce sont vos partages qui permettent de faire connaître ce travail d'analyse et de recherche scientifique. Lorsqu'une route coupe le lit d'un oued, plusieurs solutions techniques sont envisageables. Pour les écoulements relativement faibles, des buses ou des dallots en béton peuvent faire passer l'eau sous la chaussée. Leur ouverture doit être suffisante pour limiter le risque d'obstruction par les sédiments et les branches. Pour des écoulements plus importants, un pont devient nécessaire. Les fondations doivent alors résister à l'affouillement. Autour d'une pile ou d'une culée de pont, l'eau accélère et forme des turbulences capables d'arracher progressivement les matériaux du lit. Un pont peut sembler parfaitement intact au-dessus de l'eau tout en perdant le sol qui soutient ses fondations. Des protections en enrochement, des fondations profondes sur pieux et une géométrie hydraulique adaptée permettent de réduire ce risque. Dans certains contextes, les ingénieurs peuvent également construire un radier, c'est-à-dire une chaussée submersible. Cette solution accepte que l'eau passe temporairement au-dessus de la route lors des plus fortes crues. Elle peut être très économique sur des axes où la circulation peut être interrompue pendant quelques heures. Mais elle ne garantit pas une reprise immédiate du trafic. Après le passage de l'eau, il faut inspecter la chaussée, retirer les débris et s'assurer qu'aucune érosion dangereuse ne s'est produite. Sur un corridor international très fréquenté, les conséquences d'une fermeture temporaire doivent être soigneusement comparées au coût d'un pont ou d'un grand ouvrage de drainage. Les ponts, les dallots et les autres ouvrages hydrauliques nécessitent souvent l'utilisation de béton armé. Or, la chaleur et l'air sec compliquent considérablement sa mise en œuvre. On dit parfois que le béton sèche. Cette expression est scientifiquement trompeuse. Le ciment durcit principalement grâce à des réactions chimiques avec l'eau, appelées réactions d'hydratation. Une partie de l'eau permet ces réactions, tandis qu'une autre donne au mélange frais la maniabilité nécessaire pour être transporté, coulé et compacté. Lorsque la température du béton est élevée, les réactions chimiques initiales s'accélèrent. Le matériau perd plus rapidement sa maniabilité. Si l'air est chaud, sec et venteux, l'eau présente en surface s'évapore également à très grande vitesse. Lorsque cette évaporation devient plus rapide que la remontée d'eau à travers le béton frais, la surface se contracte. Des fissures de retrait plastique peuvent alors apparaître avant même que le matériau n'ait acquis une résistance suffisante. Ces fissures n'entraînent pas automatiquement l'effondrement d'un ouvrage, mais elles réduisent sa durabilité et facilitent à long terme la pénétration de l'eau et des agents agressifs jusqu'aux armatures en acier. Les ingénieurs disposent de plusieurs moyens pour limiter ces risques en climat chaud. Les granulats peuvent être stockés à l'ombre ou arrosés. L'eau de gâchage peut être réfrigérée. Lorsque le projet l'exige, une partie de cette eau peut être remplacée par de la glace pilée, qui absorbe une grande quantité de chaleur en fondant. La température acceptable du béton frais dépend des spécifications du projet, de la formulation retenue, de la taille de l'ouvrage et des conditions de mise en place. Toute la glace doit évidemment avoir fondu avant la fin du malaxage. Des adjuvants retardateurs de prise peuvent également être incorporés pour prolonger la période pendant laquelle le béton reste maniable. Ils ne remplacent toutefois ni une température maîtrisée, ni une mise en place rapide, ni une cure correcte. Les coulages peuvent aussi être programmés la nuit ou tôt le matin pour bénéficier de températures plus clémentes. Une fois la surface terminée, la cure du béton doit commencer sans attendre. Elle peut utiliser de l'eau, des couvertures humides ou des produits de cure formant une membrane temporaire étanche à la surface. L'objectif est de maintenir suffisamment d'humidité et des conditions thermiques acceptables pendant que le ciment poursuit son hydratation. La route transsaharienne ne doit pas être imaginée comme une autoroute uniforme et totalement achevée d'un bout à l'autre. Il s'agit d'un réseau de routes nationales dont la largeur, l'état du revêtement,
le niveau de circulation et les équipements varient selon les pays et les régions traversées. Certains tronçons sont modernes, dédoublés et parfaitement revêtus. D'autres nécessitent encore une réhabilitation, un renforcement ou un achèvement complet. La Banque africaine de développement décrit son aménagement comme un processus progressif, réalisé par phases successives. En Algérie, la route nationale numéro 1 constitue l'ossature principale du corridor. Certains tronçons importants ont été renforcés ou dédoublés en voies express, mais il serait inexact de présenter toute la liaison entre Alger-Tamanrasset et la frontière méridionale comme une autoroute continue à 2 fois 2 voies. La route s'accompagne également d'un projet distinct mais très complémentaire, la dorsale transsaharienne à fibre optique. Son objectif est de créer un réseau de télécommunications terrestres reliant notamment l'Algérie, le Niger, le Nigeria, le Tchad et d'autres pays de la région. L'idée consiste à profiter du chantier du corridor routier pour étendre les réseaux à haut débit vers les régions intérieures et offrir aux pays enclavés de nouvelles connexions internationales. Là encore, il ne s'agit pas d'un câble unique déjà terminé sur l'ensemble du parcours. L'Algérie a déployé une partie importante de son réseau national. Le Niger a reçu en 2025 plus de 1000 km de nouvelles liaisons financées avec l'appui de la Banque africaine de développement. D'autres composantes, notamment au Tchad, restent en cours de réalisation ou rencontrent des retards opérationnels. Sur le plan économique, la transsaharienne offre la possibilité de renforcer les échanges commerciaux entre l'Afrique du Nord, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Mais une route ne suffit pas à elle seule à créer un corridor commercial fluide. Les délais et les coûts dépendent aussi de la sécurité régionale, du fonctionnement des postes frontières, des procédures douanières, de la disponibilité du carburant et des services logistiques. La liaison terrestre constitue une alternative intéressante pour certains flux de marchandises, mais elle ne remplace pas automatiquement le transport maritime. La véritable importance de la transsaharienne se trouve peut-être dans ce qu'elle enseigne sur le génie civil. Elle montre qu'une infrastructure traversant le désert ne peut pas être conçue comme une route ordinaire que l'on aurait simplement prolongée vers le sud. Chaque partie du projet doit être adaptée aux spécificités du terrain. Le bitume doit résister aux températures et aux charges lourdement répétées. Le tracé et les structures doivent tenir compte du déplacement du sable. Les ouvrages hydrauliques doivent être dimensionnés pour des crues rares mais extrêmement violentes. Le béton doit être préparé et protégé contre l'évaporation précoce. Et toutes ces infrastructures doivent pouvoir être inspectées et entretenues sur des milliers de kilomètres. La construction initiale ne représente donc qu'une première étape. Le véritable défi est de maintenir durablement la liaison face à un environnement qui continue de se transformer. La transsaharienne n'est pas la preuve que l'être humain a dompté le Sahara. Elle démontre plutôt qu'en comprenant mieux la chaleur, le vent, le sable et l'eau, les ingénieurs peuvent concevoir une infrastructure capable de s'y adapter. Un grand merci à vous tous d'avoir suivi cette étude jusqu'au bout. Si ce format vous a plu et que vous souhaitez soutenir directement la création de ces documentaires scientifiques indépendants, vous pouvez utiliser le bouton Merci ou Super Thanks situé juste sous la vidéo. Votre soutien contribue directement au financement des recherches, de la rédaction et des visuels nécessaires à la réalisation de ces sujets. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt